5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Les semences, on les oublie souvent, pourtant elles sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, mais elles sont menacées de diversité. Aujourd'hui, une dizaine de multinationales contrôlent déjà 75% du marché mondial des semences et dans de nombreux pays, des groupements de paysans s'organisent pour préserver leurs semences traditionnelles en créant des réseaux pour les recenser, les valoriser et défendre les savoir-faire qui leur sont associés. Au Bénin, la production, l'agrégation, l'importation, la distribution de semences seront désormais réglementées. L'État a créé la Société de développement des semences végétales. Dans le forum de discussion de ce mardi, on essaie d'en savoir davantage sur cette nouvelle trouvaille. On le sait, l'enjeu économique autour des semences est colossal. Elles ne sont pas une marchandise comme les autres. Et pour en parler autour de la table, les habituels francs-parleurs du mardi, William Tchoki qui est resté avec moi, Alain Tosunon, bonjour et bienvenue. Bonjour Evan. Comment allez-vous? Très bien. Merci donc de nous rejoindre par ici sur 5 sur 7 matin. Et Dr Marius Serra, il est le chargé de recherche génétique et amélioration des plantes au CAMES et conseiller technique à la production de semences à l'AIC, c'est bien sûr l'association interprofessionnelle du coton. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci donc de nous rejoindre par ici sur 5 sur 7 matin pour évidemment débattre autour de cette question de la création donc, de la société de production de semences agricoles. Et vous aussi, à la maison, vous pouvez évidemment participer au débat via nos différents canaux digitaux à travers la question que nous vous avons adressée. Que pensez-vous de la création d'une société de production des semences agricoles au Bénin? Qu'est-ce qui va changer selon vous? Allez, vous pouvez aller sur notre page Facebook 5 sur 7 matin ou même de l'ORTB, aller sur notre compte Twitter ou évidemment nous écrire via WhatsApp pour bien évidemment donner votre avis au travers de nos canaux qui s'affichent là tout juste au bas de votre écran. On sera rejoint tout à l'heure par Patrice Sabo qui n'est pas encore là mais qui sans doute va nous rejoindre pour la suite de ce forum de discussion. William, vous avez suivi dans l'actualité, cela a été annoncé en Conseil des ministres. Tout de suite, quelle est la réaction que vous avez eue? C'est vrai que quand j'ai eu l'information, j'ai cherché à savoir c'est quoi cette société, pourquoi c'était créé cette société. Et j'ai fini par comprendre quand même qu'on en a besoin parce que vous l'avez dit dans votre introduction, les semences, c'est ce qui est la base de la production agricole de notre pays. Quand on n'a pas de semences, il ne peut pas avoir de culture vivrière, il ne peut pas avoir de spéculation de rente. Tout ce que nous faisons dans le secteur agricole part d'abord des semences. Quand on a une semence à bonne disposition de qualité, d'abord cela permet de savoir comment lutter contre les ravageurs, permet d'avoir la sécurité alimentaire. Cela permet d'avoir une indépendance alimentaire dans notre pays. Donc je me dis, si cela est contenu dans ce programme de création de cette société, alors là c'est une bonne chose. Alors Alain, les semences, qu'est-ce que cela représente dans la vie d'un pays? C'est une question de souveraineté? Bien sûr. Vous savez que notre agriculture... Au même titre que l'armée? Bien sûr, bien sûr. Au même plus que l'armée. Parce qu'on peut vivre sans l'armée. Ah oui, comme la Suisse. Bien sûr, comme la Suisse, il y a des pays qui vivent sans l'armée. Mais on ne peut pas vivre sans les semences, puisqu'on doit se nourrir. Et donc, la question des semences, c'est une question très, très, très cruciale et importante, surtout dans le contexte actuel, où le marché a été ouvert. Donc avant, il n'y avait pas un marché, le marché n'était pas régulé. Et donc, nous avons des petits paysans qui, pendant des siècles, ont contribué à conserver donc toute une variété de semences pour nous nourrir. Donc, mais il y a eu ce mythe du progrès technique qui il y a cette conception dominante aujourd'hui où on a séparé les métiers d'agriculteur et de sélectionneur. Parce que le paysan, autrefois, et même encore aujourd'hui, c'est lui qui fait le métier de sélection. Puisque c'est lui qui, évidemment, de la terre au grenier et du grenier à la terre, c'est lui qui, tout en produisant, tout en faisant son champ, donc concourt à la conservation donc, des semences. Donc, et on est arrivé avec ces progrès techniques, on a dit, bon, maintenant, nous allons nourrir le monde, nous allons lutter contre la famine et on a commencé à développer des techniques pour améliorer donc, les différentes variétés
afin de produire plus. Et tout ça a contribué à l'ouverture du marché, mais aussi à, comment on appelle, à une régulation, à une réglementation. Et quand on entend société, tout de suite, moi j'ai eu des craintes. J'ai eu des craintes quand on a parlé de société, je vous assure. On va en parler tout à l'heure. Et donc, par rapport à cela, je me suis dit, est-ce que c'est la bonne option? Il faut s'interroger sur la bonne option. Parce que, pour terminer, je dois dire que quand vous suivez également le débat au niveau sous-régional et au niveau international, où des paysans se réunissent autour d'un certain nombre de réseaux pour dénoncer donc cette, comment on appelle, une industrialisation qui se crée autour des semences, où vous avez des acteurs privés qui viennent prélever les semences et qui reviennent leur vendre ces mêmes semences. Alors que nous savons très bien qu'il y a un traité international qui demande à ce que, effectivement, que les paysans aient droit sur leurs semences et qu'on ne peut pas prélever ces semences-là sans leur consentement. Et nos États devraient pouvoir, à partir de ce traité, légiférer au niveau national pour protéger et conserver donc ces différentes semences. On va parler tout à l'heure évidemment de cette société de production de semences agricoles, mais avant, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux cerner de quoi il est question, bien sûr, il faut ces généralités-là dont nous sommes en train de parler pour qu'ils puissent mieux appréhender ce dont nous parlons. Alors, docteur Senra, les semences sont-elles une marchandise comme les autres ou c'est un bien commun? Chaque pays a une certaine souveraineté sur son patrimoine génétique et en particulier les ressources phytogénétiques. On ne peut pas parler de l'agriculture ou bien de subsistance au niveau mondial ou au niveau national sans venir au niveau des ressources phytogénétiques, en particulier les semences. Les semences ne sont rien d'autre que du patrimoine génétique amélioré et qui peuvent donner satisfaction aux acteurs, régler les problèmes de l'alimentation. Vous savez qu'on a un problème de superficie qui ne sont pas élastiques. Donc, sur une unité de superficie, comment améliorer la productivité de ces différentes cultures. Donc, ce n'est pas une politique de desservir les sociétés ou les producteurs de leur patrimoine génétique. Tout à l'heure, le journaliste vient de faire allusion à des traités comme TIPA, où le cadre réglementaire est défini. En ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées ou les cultures, les semences traditionnelles, le cadre réglementaire est très clair. Si je viens au Bénin, au niveau d'une région, par exemple à Parakou, et je trouve du patrimoine génétique qui m'intéresse par rapport à ces caractéristiques, la loi a prévu comment ça peut se faire. Il y a un accord, un échange de documents qu'on signe et je donne partout, j'utilise ce patrimoine génétique que c'est venu de Parakou. C'est la traçabilité, le lieu de prélèvement, chez qui on en a eu. Vous savez que nos producteurs et nos parents sont les meilleurs généticiens. Ce n'est pas nous qui avons été à l'école qui sont des meilleurs généticiens. Ils sont les meilleurs conservateurs de ces ressources phytogénétiques. Ce n'est pas nous, c'est eux. Et à travers nos démarches envers eux et par rapport à nos préoccupations, nous rencontrons ces patrimoines génétiques et on fait le prélèvement. Il y a des études qui ont été réalisées au niveau universitaire, comme au niveau de l'Institut de recherche agricole du Bénin, où ils ont parcouru les différentes zones agroécologiques pour aller collecter la diversité génétique de ces ressources phytogénétiques, pour les caractériser. Une fois arrivés au niveau de la station ou au niveau du laboratoire, ils font la caractérisation agromorphologique pour voir est-ce que ce que j'ai vu à Kandi, ce que j'ai vu à Plakoué, est-ce que c'est différent? Ce n'est pas même, ou bien ce que j'ai vu au niveau de l'Atakora où on appelle son sirop, est-ce que ce n'est pas la même chose au niveau Nago qu'on appelle Yeri? Donc, c'est des diversités, ils procèdent à cette caractérisation agromorphologique. Donc, en faisant ça, ils nous donnent une idée de ce qui existe au Bénin. Aujourd'hui, grâce à la technologie et à la science, on a quitté les caractérisations agromorphologiques. Je peux faire une différence par rapport au caractère agromorphologique pour dire, ah, ça ne se ressemble pas. C'est ce que nous appelons communément le phénotype.
Maintenant, en faisant la caractérisation moléculaire, cette diversité que j'ai vue au niveau variabilité peut ne pas être. Et on arrive aujourd'hui, quand on parle de fonio, nous avons le core collection, le noyau de la diversité génétique au Bénin. Quand on prend le soja, quand on prend le riz, moi j'ai travaillé par exemple sur le cotonnier. J'ai parcouru toutes les zones agroécologiques pour chercher des cotonniers traditionnels que j'ai caractérisés. Ça fait objet de ma thèse de doctorat à l'université d'Aboubacar. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait l'état des lieux. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres diversités ou bien il n'y a pas d'autres détenteurs des ressources phytogénétiques non connus. À l'heure où nous parlons, il y a des étudiants qui font des prospections, caractérisations sur tarot que nous avons besoin. Aujourd'hui, notre aînée, Madame Ozoudi Ekpon, qui est de la société civile, elle a fait la caractérisation, la prospection, la caractérisation de l'igname. Donc, il a une étude préliminaire. L'importance de la création de cette société, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a ce qu'on appelle dysfonctionnement. Dans les années 1900, avant 1990, il y a eu du patrimoine génétique. Il y a eu la libéralisation. Donc, le gouvernement, l'État seul gérait avant 90 le secteur semencier. Mais après 90, il y a eu la libéralisation de ce secteur. Malgré la libération en 90, on a constaté encore qu'il y a des dysfonctionnements. Parce que une société ou une entreprise qui s'installe, c'est pour faire des chiffres d'affaires. Et ces entreprises s'installent exclusivement dans certaines zones et travaillent avec certaines spéculations. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays ou ceux qui sont de l'autre côté, compte tenu des outputs et des inputs sur le transport, ils abandonnent les autres. Or, c'est une souveraineté. On ne peut pas priver une région du patrimoine génétique. Donc, l'arrivée de cette société permettra de régulariser ces dysfonctionnements qui ont été constatés au niveau de la chaîne. Je vous donne aussi un exemple, l'approvisionnement. Ce n'est pas l'année de l'installation de la culture qu'on exprime la quantité de semences dont on a besoin. Donc, les acteurs de chaque spéculation devaient se réunir pour dire l'année 2025, sur quelle superficie on peut emblaver. Et c'est en fonction de ça qu'on exprime le besoin, parce qu'il y a des différentes catégories de semences. En quittant le labo, le sélectionneur n'a que quelques 80 grammes ou 100 grammes de semences. Ces 80 grammes, 100 grammes, c'est ce qu'on appelle génération G0. Cette semence sera multipliée. Donc, il y a des différentes chaînes de multiplication de semences pour donner satisfaction aux producteurs. D'accord. Très bien. Allez, docteur Senra, on va tout à l'heure interroger davantage, on va dire ainsi, la pertinence de la création de cette société de production de semences agricoles. Mais avant, on a M. Sabo qui nous a rejoint. Bonjour M. Sabo. Bonjour. Comment allez-vous? À toutes et à tous. Merci donc de nous rejoindre sur 5 sur 7 matin pour faire le débat donc, autour de la création de cette société de production de semences agricoles. Mais avant, William Turki, selon les chiffres ou d'après la littérature, soit 15% depuis le XXe siècle, soit 15% des semences et évidemment des légumes, fruits et céréales ont disparu. Au profit, donc, les variétés locales ont cédé la place aux semences industrielles, hybrides et OGM. Pourquoi? Vous savez, avec l'industrialisation, on s'est dit on a besoin plus de produits alimentaires, non seulement pour les humains que nous sommes parce que la population augmentant, mais aussi pour le bétail. On a besoin quand même de nourrir tout ceci. Tout à l'heure, on l'a dit, nos terres ne sont pas élastiques. Alors, comment faire pour que la production suffise oui, c'est bien ça, à toute la population? Donc, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas, j'allais dire, donner plus de recherche, agrandir le rendement, enfin accroître le rendement si le français était juste, pour permettre à ce qu'on puisse satisfaire le besoin de toute la population. Moi, je me dis, c'est dans cette lancée que cela a été fait. Mais je veux quand même revenir un peu par rapport à l'explication donnée par M. Senra. Je veux être sûr quand même que par le passé, que nos parents avaient une technique de production et qu'ils savaient garder une partie pour après l'utiliser pour la saison prochaine. C'est vrai que l'explication que vous donnez, cela permet de donner plus d'éléments, plus de... vous avez utilisé le mot, mais ça dit pour permettre quand même à la semence de pouvoir faire face à certaines invasions, à faire face aussi au changement climatique.
Mais je veux savoir, est-ce que toujours nos parents pourront avoir cette autonomie de garder cette richesse, ce patrimoine qu'ils ont toujours, parce que c'est ça en fait l'inquiétude qui est développée. On va vous permettre tout à l'heure au docteur. Je vais rebondir rapidement pour expliquer qu'au Bénin, nous avons deux systèmes. Nous avons deux systèmes semenciers. Ouais. Nous avons un système semencier qu'on appelle traditionnel ou communautaire, qui est informel. Et il a un système moderne qui utilise des semences certifiées, qui est formel. Dans le système informel, c'est des dons, recyclage de semences. Il a eu une prestation, en signe de reconnaissance, on le donne de semences. Ou bien c'est communautaire. J'ai produit, mon ami en a besoin, il vient chercher. Ça, c'est communautaire. Dans ce système, il n'y a pas les règlements. Okay. On ne procède pas à ce qu'on appelle certification. Parce que le producteur, en choisissant ses épis de maïs performants, peut avoir des hétérogénéités. En matière génétique, ça c'est ses avantages et ça c'est ses inconvénients. Lorsqu'on vient dans le système moderne qui utilise des semences certifiées, la variété candidate à la certification doit présenter ce que nous appelons communément une distinction par rapport à l'existante. Et ça doit donner satisfaction aux producteurs. Lorsque le rendement obtenu au champ n'est pas supérieur ou égal à ce que nos parents utilisent, cette variété ne peut pas être candidate à une inscription au catalogue. Okay. Ça peut avoir tout ce qui est qualité organoleptique ou caractéristiques physico-chimiques, mais ça doit d'abord donner ces semences sont candidates à l'inscription. Donc, il a un service national qui est au niveau de la direction de la production végétale, qui passe et vérifie est-ce que ça présente l'homogénéité. La population est homogène. Lorsqu'on a semé cette campagne et on reprend la campagne suivante, est-ce que ça présente stabilité? Oui. Donc c'est des critères d'abord que ces variétés candidates répondent avant d'être inscrites pour faire objet de semences certifiées. Nos parents avaient leur méthode de la conservation. Mais on a constaté que pour améliorer la productivité, dans le système informel, le Bénin aujourd'hui est à 80% de l'utilisation de ces semences où on va au marché d'Atokwa, ou bien on va au marché de Boycon, ou bien au marché Runjlo pour s'approvisionner. Or, dans le système formel, il doit avoir des points de vente, il doit avoir des producteurs sélectionneurs certifiés, agréés dans nos différentes zones agricoles. Donc, il faut renvoyer les postes de distribution et de vente dans les environs des producteurs. Il faut aussi mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de prix de cession. Il faut que le prix soit perroqué. Donc, celui qui est à Grand Popo achète à 100 francs un petit sachet. Il faut que celui qui est à Malanville achète. Les conditions de stockage. Vous savez que moi, dans mes labos, j'ai conservé des semences sous climatiseur pendant près de 10 ans. Et c'est en criant et en sollicitant que le gouvernement a appuyé l'Institut et nous avons maintenant une chambre froide qui répond aux normes de la conservation. Parce qu'il faut la durée de la conservation pour garder le pouvoir germinatif. Lorsqu'on prend la graine, les semences traditionnelles, le taux de germination, parce que les conditions de stockage ne sont pas réunies, le taux de germination chute. Et ça nécessite ce qu'on appelle ressemis. À la récolte, la population n'a pas le même âge. Donc, il y a des plants qui sont déjà en fructification et il y a d'autres qui ne sont pas en fructification. Donc, ça ne permet pas de faire une ou deux récoltes. Tandis que de l'autre côté, ça fait une homogénéité au niveau de la récolte. Et aujourd'hui, c'est ce que nous tendons vers. D'accord. Je dis encore que l'objectif du gouvernement, c'est aller à 50%. Docteur, vous aurez le temps. Aller à 50%, aller à 50% sur 2030. Si vous permettez, docteur, vous aurez le temps tout à l'heure de vous étendre davantage sur et donner toutes les explications sur cette société de production de semences agricoles. Mais vous permettrez quand même qu'on nourrisse, enfin qu'on puisse évacuer un certain nombre de questions liées d'abord aux semences. Alain, ce que je voulais savoir, c'est quels sont les enjeux aujourd'hui liés aux semences? Oui, les enjeux, c'est déjà la question que vous avez posée à William.
Vous avez dit qu'aujourd'hui, on est à 75% de pertes donc des semences au niveau mondial. OK. Et c'est là le mythe des progrès techniques, parce que quand on est allé vers l'amélioration donc de ces semences et tout ça avec la technologie, on a perdu tout un héritage, tout un patrimoine de semences. Et quand j'ai parlé de mythe qui est tombé, c'est parce que l'argument qu'on a avancé pour développer ces progrès techniques, c'est qu'il fallait nourrir le monde et mettre fin à la faim. Mais aujourd'hui, on en est où? Le bilan aujourd'hui, c'est que on n'a pas véritablement atteint les objectifs poursuivis, à savoir nourrir le monde, puisque nous avons encore une bonne partie de l'humanité qui crève de faim. Donc ça veut dire qu'il faut revoir donc notre copie. Et quand vous regardez un peu en Europe ce qui s'est passé par rapport aux questions de semences, puisque vous avez parlé d'enjeux, il y a des enjeux économiques, des enjeux culturels et tout ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, quand ils sont allés vers donc, cette industrialisation, je dirais, très poussée, même au niveau européen, il y a eu des réseaux de paysans qui ont commencé à sonner l'alerte pour dire attention, cette industrialisation, donc ce marché qu'on a créé, tout ça fait que aujourd'hui que les paysans sont menacés. Et donc vous avez en France réseau semences paysannes, en Italie, en Espagne, vous avez plein de trucs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au niveau aussi sous-régional, par exemple, avec comment on appelle cette initiative de foire, comment on appelle, ouest africaine de semences et autres, alors les paysans donc de l'Afrique de l'Ouest ont commencé également à tirer la sonnette d'alarme pour dire non à cette transposition de la logique agricole donc occidentale qui a conduit à la disparition justement de ces semences-là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'argument qui a conduit donc à aller vers même les OGM et autres est remis en cause. Parce que véritablement, ce qu'on constate avec toutes les conséquences qui vont avec. On a dit on veut améliorer le rendement parce que évidemment la population devient de plus en plus nombreuse. Donc il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il faut faire beaucoup attention. Ce qu'on constate, c'est que pour les pays européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sécurisé tout ce qu'ils avaient comme semences paysannes avant d'aller vers le marché, avant d'ouvrir le marché. Donc, il revient à nos États, puisqu'on a dit que c'est une question de souveraineté, de véritablement pouvoir sécuriser tout ce que nous avons comme semences paysannes. Je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, nos chercheurs n'ont pas attendu l'État, n'ont pas attendu le gouvernement pour développer un certain nombre d'initiatives afin d'inventorier tout ce que nous avons comme héritage, comme patrimoine. Parce que si vous ne conseillez pas ça dans un document, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des gens, puisque le marché est ouvert maintenant, qui débarquent dans nos villages et dans nos contrées et qui s'entendent avec des paysans parce que c'est pas organisé. Et donc, qui achètent tout et qui vont revenir toujours dans les mêmes villages pour revendre ces semences-là chères. Or, ce qui arrive, c'est quoi? Si le paysan doit acheter la semence, il a l'argent pour faire quoi? Il n'a déjà pas l'argent pour acheter les intrants. On va lui vendre encore les semences. Bon, finalement, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, voilà les enjeux qu'il y a autour. Il y a l'enjeu de reconnaissance juridique et de protection donc, des semences locales que nous avons. Et je pense que ces enjeux-là sont très importants parce que si nous voulons continuer à manger à notre faim dans nos pays africains, c'est que je pense que cela dépasse même le cadre d'un seul État. Il faut absolument sécuriser donc ces semences locales. Pour la sécurisation des variétés traditionnelles dont vous parlez, le cas spécifique du Bénin, nous avons ce que nous appelons catalogue variétal du Bénin, CABEV, qui a 3 parties. Il y a des variétés qui font objet de multiplication de consommation sur le plan national, qui sont de catégorie A. Il y a des variétés qui peuvent faire objet de multiplication et exportation, qui sont de catégorie B.
Au Bénin, nous avons catégorie C, les variétés traditionnelles, notoirement reconnues, ont fait objet de caractérisation qui sont inscrites. Ces variétés sont inscrites dans notre catalogue variétal. Lorsque vous prenez Cabernet au Bénin, vous allez retrouver des variétés qui ne répondent pas aux critères qui peuvent faire objet de commercialisation. Mais le Bénin, pour sauvegarder ces ressources phytogénétiques, a inscrit. Donc ces variétés, lorsque ces variétés sont déjà inscrites, et par hasard, quelqu'un vient au Bénin et qui chope ces variétés de l'autre côté et revient plus tard, si ces variétés présentent les mêmes caractéristiques, et grâce à la vigilance des gens de la société civile, c'est des gens que je remercie et je félicite, c'est des gardiens du temple, ils tirent l'attention pour dire attention, telle variété mise à la vulgarisation ou mise à la commercialisation, c'est une variété préexistante. Mais en vous donnant les critères avant d'aller à une variété, on aurait déjà constaté que c'est une variété notoirement connue ou une variété traditionnelle. Parce qu'on pose une question sur la fiche d'inscription. Méthode d'obtention. Si c'est une sélection adaptative, tu précises. Si c'est une création, c'est-à-dire on a fait un croisement, tu précises. Si c'est une variété endogène, variété traditionnelle, tu ne peux pas venir en tant qu'obtenteur ou en tant que créateur ou sélectionneur de cette variété. C'est le nom du premier conservateur qu'on doit inscrire, mais entre parenthèses, résélectionné par l'INRAB, résélectionné par tel laboratoire de génétique. D'accord. Alors, M. Sabo, au regard donc des enjeux liés aux semences dans le monde, à travers le monde d'ailleurs, est-ce que la création d'une société de production des semences agricoles vient résoudre un problème? Je vous félicite et je vous remercie. Et tel que je vois le débat, il vaut mieux consacrer une émission pour M. Serra, pour qu'il vienne parler. Ici... Je voudrais dire à M. Sabo qu'on a fait une émission qui est passée le dimanche à midi. Il y a même la rediffusion qui a eu lieu même hier à 21h30, je crois. Ouais, voilà. Non, je parle du plateau. C'est ce qu'il dit. Si chaque fois, une personne doit parler toujours, même sans... M. Sabo, rassurez-vous, vous aurez... On aura proportionnellement... ok, d'accord. Ils ont le plateau pour eux, ils ont l'argent pour faire ça. Donc, moi, je voudrais dire ceci. Il faut être franc et sincère. Si le chef de... Et je félicite d'abord le chef de l'État et son gouvernement pour le souci qu'ils ont pour le développement de notre pays, en particulier pour l'agriculture. Et pour travailler, il a besoin de ces cadres-là qui doivent lui donner de la lumière. Mais si on constate qu'il ne peut pas dire des choses graves, parce qu'ici, il ne s'agit pas de micro, ce n'est pas voiture, ce n'est pas ordinateur. Il s'agit d'un secteur sensible. C'est-à-dire que le vivant n'appartient à personne. Ce n'est la propriété de personne. Personne n'a le droit de mettre des brevets, de s'en accaparer. C'est capital ça. Il faut le dire ça d'abord. C'est comme si nous sommes dans une ici et l'État dit nous avons beaucoup de boulangers ici. Je vais les mettre ensemble pour en faire une société. C'est possible ça? Non, est-ce que c'est possible? Nous avons, nous sommes là ici et on dit bon voilà, il y a beaucoup de stations d'essence, on va les mettre ensemble pour faire une société d'État. Moi, je ne comprends pas ça. Peut-être c'est des choses comme ça. C'est-à-dire il y a plusieurs médias au Bénin. L'État dit je crée une société pour dire je mets tous les médias ensemble pour créer une société. Non. Non, non, non. On a fini avec ça. Et depuis que comment on dit ça, le monde est devenu un monde vraiment ouvert, on a fini avec le monopole. On a fini avec le monopole. Ici, on a fini avec ça. C'est ça le régime démocratique. Chacun apporte ce qu'il a de bien pour le développement du pays et l'État encadre. C'est ce qui se passe. Ici, il faut aller à l'essentiel. Il s'agit d'une décision, pour moi, à 4 points. Ils ont dit, nous créons la société parce que les semences, nos semences, sont dans l'informel. Sont informelles. C'est faux. Le système qui est informel. Non, attendez. Lorsque vous allez parler, je ne parlerai pas lorsque vous allez parler. Ils ont dit que nos semences sont dans l'informel. Ce n'est pas juste. Pourquoi? Depuis plus de 10 000 ans, que nous, on n'était même pas là, des acteurs se sont organisés pour rendre ce qui n'est même pas... Ils ont rendu, c'est-à-dire que lorsqu'on dit igname, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est des plantes comme ça, et en s'adaptant, en voulant toujours manger, ils ont travaillé, jusqu'à ce qu'on ait igname. Ensuite, on a ce qu'on appelle maïs.
On a ceci, cela. Et ces semences ont traversé le temps, l'espace, et ont résisté à tout. Lorsqu'il est assis ici, là, aujourd'hui, là, hier, là, il a mangé quoi? Les semences qu'il a mangées, là, ce qu'on a déposé dans les cantines scolaires, c'est leur société qui a fait ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se faisaient très bien par des acteurs qu'on ne reconnaît même pas. On dit que c'est informel, c'est faux. Vous voyez ça? Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, c'est pour la FAO. Et c'est une convention internationale ratifiée par le Bénin. Article 9. Je ne perdrai pas le temps à vous lire parce qu'il a déjà pris tout le temps. L'article 9. Allez-y, monsieur Savo. Allez-y, monsieur Savo. Je vais vous lire ça. Allez-y. Allez-y. Faites-nous, donnez-nous donc lecture de cet article 9 parce que ce débat, c'est justement pour éclairer l'opinion. L'article 9 dit ceci. 9.1. Les parties contractantes reconnaissent l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones, ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux du centre d'origine et des diversités des plantes cultivées, ont apporté et continueront d'apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques, semences donc, qui constituent la base de la production alimentaire agricole dans le monde entier. 9.2. Les parties contractantes, c'est-à-dire les pays, conviennent que la responsabilité et la réalisation des droits des agriculteurs pour ce qui est des ressources phytogénétiques pour l'alimentation de l'agriculture est du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités, chaque partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des agriculteurs, y compris la protection des connaissances traditionnelles, présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation de l'agriculture. Il dit rien de cet article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger, de vendre des semences de ferme et du matériel de multiplication sous réserve des dispositions de la législation nationale. C'est ça que ça dit. C'est trop clair, quoi. On n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre ça. 2. Le Parlement européen a reconnu en 2016 que c'est ce système-là, ces semences-là, qu'il faut pour le développement des pays en voie de développement, les Africains en particulier, et à exhorter les pays africains à rester dedans. Fini. Regardez ça. La convention là, le Bénin l'a ratifiée. Et a reconnu la diversité. L'article, l'objectif 2 parle de l'utilisation durable. C'est très important. C'est très important ça. Si on met tout ça ensemble, et qu'aujourd'hui, vous avez dit que c'est informel. Vous avez ratifié tout ça là. Et vous dites que ça là c'est informel. C'est quoi ça? D'accord. Non, c'est pas fini. Oui, non, mais ils ont dit deux. On vous a écouté. Non, ça c'est le premier argument ça, non? Il faut permettre. Donc, si vous me permettez. C'est pourquoi il a dit qu'il faut faire. Il va falloir qu'on puisse optimiser. Monsieur Serra, si vous permettez. Monsieur Serra, si vous permettez. Nous sommes là pour éclairer. Monsieur Serra, si vous permettez. Chacun sur le plateau a son avis et on va optimiser le temps, monsieur Serra. C'est pourquoi il a dit je ne veux pas aller. Absolument. On va optimiser le temps pour que on puisse écouter toutes les sensibilités. C'est ça. De la contradiction jaillit la lumière. Oui, je parle des motifs. Monsieur Serra, on va permettre à les motifs évoqués également disent que allez-y. Ils vont prélever. Encore une minute, monsieur Sabo. Ils vont prélever les semences dans le champ. Ça aussi, c'est faux. Lorsque le producteur produit, il sait ce qui va au marché, ce qui vient pour lui et ce qu'il conserve pour la récolte prochaine. Et il distribue, il vend pour tout le monde. Il sait sélectionner ça. Et tout le monde le sait. D'accord. L'autre chose, ils disent que et c'est ça qui fait que les rendements sont faibles quand même. Quelle que soit la performance d'une semence que vous mettez au point au laboratoire et que vous ne la mettez pas dans des conditions optimales d'expression, vous allez toujours parler il n'y a pas de rendement. On a vu le riz d'Erika ici, où un secrétaire général du ministère dit qu'on peut aller mettre ce riz là sur du carreau que ça va pousser. Ils ont fait couler l'opérateur économique. Le riz d'Erika, on n'a pas plus aujourd'hui. On est ici. Et ensuite, ils ont dit, finalement, que cette entreprise est dédiée à l'industrie semencière. C'est le comble, ça. Le comble, c'est que si on parle d'industrie semencière, il n'y a plus de choix.
c'est la monoculture. C'est l'utilisation abusive d'intrants chimiques. C'est ça. C'est le monopole, c'est la privatisation. Et si on dit service semence certifié, sachez que c'est du commerce. D'accord. C'est du business. D'accord. Il faut savoir ça. On vous a écouté. On va permettre à M. Sinha de s'étendre aussi davantage pour nous expliquer. J'ai pas pris 3 minutes. Si vous avez pris presque 5 minutes. Pour nous expliquer, d'accord, les motivations de l'État en mettant en place cette société de production de semences. Et si vous avez aussi des réponses à donner aux préoccupations de M. Sago, c'est l'occasion pour vous, M. Sinha. Je suis au regret de constater que le retard que mon cher ami Sago a constaté avant de venir sur le plateau, ce retard fait qu'il n'a pas saisi tout ce que j'avais dit. Le gouvernement béninois, en mettant en place cette société, n'a pas objectif de dessaisir les producteurs des semences traditionnelles. Et cette politique n'est pas une politique qui discrédite le rôle de généticien, parce que j'ai dit au départ que nos parents qui n'ont pas été à l'école étaient les meilleurs généticiens, les meilleurs sélectionneurs. On n'a jamais dit que c'est à l'université qu'on apprend ce métier. Je vous rappelle que le premier généticien mondial n'a jamais été à l'école de la science en agronomie. C'est un moine qui a semé des variétés, qui a vu les variétés et qui a fait des associations et qui a procédé à des prélèvements et a fait une sélection qui nous a donné aujourd'hui les outils que nous utilisons en génétique. Donc je n'ai jamais dit que le gouvernement béninois ne reconnaît pas ce droit de conservation et de sélection aux producteurs traditionnels. Les droits des auteurs. J'ai dit qu'il a un protocole. Lorsqu'on vient chez vous, détenteur des ressources phytogénétiques, dans votre champ par exemple, il a une variété qui présente une certaine résistance du riz face au rouille. Lorsqu'on prend cette variété, il y a un protocole d'accord qu'on signe. Accès, partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de cette variété. Il connaît bien le document. Lorsque je viens chez vous et je constate qu'il a une variété, donc tout est ici. Donc je constate. C'est ça, je le connais. Monsieur Sago, si vous permettez. Tout à l'heure, dans son développement, c'est tout comme s'il n'a pas de tests. Le gouvernement béninois n'est pas un gouvernement qui est spécialiste de détruire tout ce que nous avons comme ressources. On va écouter M. Sinha. Je n'ai pas dit ça. On va écouter, parce qu'à chaque fois, si vous l'interrompez, on va manquer de... Alors, donc, l'accès, je trouve une variété qui a des vertus thérapeutiques et après les études de laboratoire, je constate que ça a telle matière active. Le laboratoire de technologie, le laboratoire qui veut extraire l'huile essentielle, faire la commercialisation, c'est un protocole. Et après, il y a le retour d'investissement au niveau des chercheurs. Aujourd'hui au Bénin, vous ne pouvez pas, Sénégal, Côte d'Ivoire, ne peut pas venir au Bénin chercher du matériel comme ça se faisait. Aujourd'hui, maintenant, il a un accord sur le transfert du matériel et que tu signes avec l'institut de recherche ou bien l'université. Et tu dis dans l'accord ce que tu veux faire avec le matériel. On dit accès libre matériel. Lorsque le chercheur prend ce matériel dans sa zone agroécologique ou bien dans son pays, procède à l'expérimentation et qui constate que ça répond à ses besoins, il revient maintenant à l'institut pour dire maintenant je veux envoyer cette variété à la vulgarisation, je veux procéder à la commercialisation. Et on signe maintenant notre protocole pour le partage des avantages découlant de ces ressources phytogénétiques. Ces variétés, si c'est dans la zone CEDEAO, inscrite au niveau du catalogue de la CEDEAO, peuvent faire objet de commercialisation. Docteur Serra, quel est le problème que l'État veut régler en mettant en place cette société? Le gouvernement béninois, en mettant en place cette société, a pour objectif de régler les dysfonctionnements. Je vous ai donné par exemple l'exemple de retard de la mise en place des semences. Nous sommes au sud, on a une pluviométrie bimodale, on a 2 saisons. Lorsque le producteur est prêt à semer, il n'a pas la semence à côté. Lorsqu'on prend la zone transitoire entre Poricon jusqu'à la hauteur de Paracou, parfois ils ont 2 saisons, parfois ils ont 1 saison. Ils n'ont pas la semence. On prend la zone unimodale, tout le nord, ils n'ont pas les semences spécifiques. La recherche a fait des travaux pour mise en place de ces semences. Compte tenu des moyens limités au niveau des services compétents pour faire la certification ou au niveau des compagnies semencières
les sociétés, les entreprises, les producteurs semenciers, n'ayant pas les moyens nécessaires pour aller à l'intérieur du pays, la création de cette société constituera un champ de coordination. Les dysfonctionnements qui ont été constatés, coordination. Et ce n'est pas une société étatique, c'est une société anonyme. Il y aura ouverture des capitaux. Donc, ce n'est pas 100% du capital pour l'État. Donc, il y aura des sociétés, il y aura des conseils d'administration. Je vous dis encore autre insuffisance. Il y a services de certification qui ont des ressources humaines limitées. Ils ont un plateau technique de laboratoire limité. Ceci permettra de renforcer leurs compétences. Il y a aussi au niveau des universités. Le gouvernement béninois a anticipé pour la création de cette société. Il a des curricula qui ont été formés, organisés au niveau des universités de Kétou, de l'université d'Abouakavou, l'université de Parakou, a formé des techniciens spécialisés en semences. Il y a des licenciés, des ingénieurs semenciers que les anciennes sociétés, pour faute de ressources financières, ne pouvaient pas embaucher. Il y a ces ressources humaines maintenant disponibles que les compagnies semencières, les entreprises, les sociétés peuvent recruter. Parce que ce que nous appelons la production de semences, c'est un métier. Il faut faire un encadrement rapproché. Les dates des itinéraires techniques doivent être respectées. Sinon, au niveau de la certification, la compagnie ou bien la structure de certification va déclasser tes produits. D'accord. Alors, Alain Tossuno, tout à l'heure, à l'entame de vos propos, vous avez émis des craintes quant à la création donc, de cette société. Vous dites, quand vous entendez société, vous avez peur. De quoi avez-vous peur, Alain? Oui, mais j'ai peur parce que, évidemment, quand on parle de société, ça appartient à quelqu'un. Quand on parle de société, ça appartient à quelqu'un. Tout à l'heure... on parle aujourd'hui quand même de société anonyme, donc d'ouverture de capitaux. Oui, d'ouverture de capitaux. Voilà. Le paysan de Boukoumé ou le paysan de Gorgounou, comment il peut participer à l'ouverture du capital de cette société? C'est ça le problème. Et pourtant, évidemment, et pourtant, on a ici, aujourd'hui, avec la législation au niveau de l'OADA, on a dit maintenant les paysans doivent se mettre en coopérative. Mais comment on a organisé ces coopératives déjà à régler ce problème d'accès aux semences? Parce que c'est un problème d'accès aux semences. Et ma crainte, c'est justement cette transposition de la logique agricole occidentale qui a fait que les paysans des pays européens se sont mis en réseau pour dénoncer ce non-accès aux semences-là, ou l'accès à des prix exorbitants. Voilà. Or, nous savons très bien ici que c'est la petite agriculture familiale qui nous nourrit. Complètement. Donc, quel est le dispositif qu'on met en place pour sécuriser, pour d'abord que ces semences-là, traditionnelles, ne soient pas accaparées et aux mains de quelques-uns? Parce que quand vous parlez de société, nous sommes dans une logique commerciale. C'est la logique commerciale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais en termes de surveillance, on a parlé de protocole, bien sûr. Mais le paysan est-il informé pour savoir que lorsqu'on vient lui prendre ces semences-là, ou sa variété et autres, mais est-ce qu'il a l'information? Est-ce qu'il est assisté pour qu'il ne donne pas son accord et que demain il regrette de l'avoir donné? Quel est l'assistance technique qu'on lui donne pour qu'il soit conscient du consentement qu'il donne? C'est ça, parce que s'il y a au niveau même européen des paysans qui aujourd'hui ne se sentent pas protégés et qui crient et qui dénoncent cette forte industrialisation du secteur semencier, vous avez vu l'actualité par rapport à ceux là qui sont devant comment on appelle les bureaux du Parlement européen. Donc ça veut dire que l'enjeu est crucial. Et je vous ai parlé du mythe du progrès technique qui est tombé. Parce que l'argument premier, c'était de nourrir le monde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui crèvent de faim parce que justement, tout ce qui nous a conduit jusqu'aux OGM, cette industrialisation n'a pas pu régler le problème. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux semences. Et le gouvernement, sûrement, a cette volonté vraiment de régler le problème d'accès aux semences. Parce que les semences se font de plus en plus rares.
Et ça c'est clair, parce que bon, on n'est plus 5 millions ni 8 millions. Donc, il faut nourrir plus. Maintenant, c'est la question de la surveillance. D'accord. Parce que quand vous ouvrez le marché, comment on surveille cela pour s'assurer que... Parce que les gens viennent ici, aujourd'hui, ils prennent des variétés, mais si personne ne surveille, puisque nous avons aujourd'hui, nous savons très bien que les frontières sont poreuses, les gens débarquent ici et ils peuvent repartir avec donc ce que vous avez comme patrimoine et vous revenir, parce que dans d'autres secteurs, cela s'est déjà produit. Quelles sont les garanties que les paysans ont aujourd'hui que leur semence ne leur sera pas expropriée, et revendue très cher? C'est la même question que j'allais faire à mon cher William. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des résistances qui s'organisent de par le monde, de par les réseaux de paysans, de producteurs, qui produisent surtout leurs propres semences. Est-ce qu'ils ont les moyens, ou est-ce que les producteurs béninois aujourd'hui ont les moyens de préserver leur richesse, de sécuriser leur richesse? Je ne voudrais pas douter quand même de la compétence de nos parents dans les différents villages. Je fais bien les préoccupations et d'Alain et de M. Sabo et aussi de Dr Serra. Mais moi, j'aurais voulu qu'on ne se ferme pas trop au développement industriel. Quand on dit aujourd'hui, peut-être on va me dire qu'est-ce qu'il dit, que voilà, que on peut se nourrir. C'est la libre expression. Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on prend un peu le problème des semences, il faut qu'il y ait quand même, de fait quand même, que nos producteurs dans nos villages aient accès de façon équitable à ces semences. Je crois que c'est le problème fondamental qui se pose aujourd'hui. Je suis d'accord que si on ne surveille pas, les gens peuvent venir dans notre pays, prendre les semences et après les revendre encore plus cher. Alors je me demande qu'est-ce que l'État fait par rapport à cette société pour surveiller vraiment nos frontières, pour éviter que les gens ne viennent chercher ces semences et qu'après nos parents ne puissent les acheter très cher. Parce que déjà, ils n'ont pas de moyens pour acheter ces semences, ils ne peuvent pas acheter les intrants. Le problème, c'est que c'est nous tous qui allons en souffrir. Parce que s'il n'y a pas de sécurité alimentaire, alors tous, on est parti... Alors, M. Sabo, avant d'en venir tout à l'heure au docteur Serra, M. Sabo, on peut quand même prétester la bonne foi de l'État. L'État est soucieux justement du bien-être, du mieux-être des populations. Toute décision de l'État vise forcément l'amélioration des conditions de vie donc de ces populations, ou de sa population si vous voulez. Et donc, de fait, on peut se dire qu'en mettant sur pied cette société de production de semences agricoles, c'est pour améliorer l'existant et permettre justement aux producteurs, aux paysans d'avoir une plus grande marge de manœuvre et d'avoir un accès beaucoup plus facile aux semences. Oui, c'est le rêve du président de la République et de son gouvernement. C'est leur rêve ça. Mais il ne peut pas le faire seul. Ils sont obligés de s'appuyer sur des compétences. Si les compétences disent que c'est noir alors que c'est rouge, on ira dans le rouge là-bas. Il y a déjà des initiatives ici. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise alimentaire dans la sous-région, en plus de la crise monétaire mondiale, le gouvernement de Boni Yaïla a créé ce qu'on appelle PIASA. Il faut le répéter. C'est un programme d'urgence d'assistance à la sécurité alimentaire. Ils ont fourni des semences. Ils ont amélioré les vallées. Ils ont fait beaucoup de choses. Pourtant, les paysans n'étaient pas sûrs des semences qu'on leur a données. Nous sommes allés à Sakété et à Djougou. On a vu des paysans qui sont allés cacher leurs propres semences là, sous leur lit. À Sakété, ils ont dit, ce qu'on nous a donné là, on est allé planter à 5 km de nos champs. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous a donné. Eh bien, ça veut dire qu'ils ont du flair. Ils savent que ces gens-là ne sont pas de bonne foi le plus souvent. Mais ils ont produit beaucoup. Ils ont produit beaucoup de choses. Et l'État a été incapable de faire la conservation, mais on a pu donner des dons alimentaires au Togo et au Niger. Ça veut dire que des choses sont capables chez nous ici. Mais si on continue dans cette logique-là, on pouvait dire, demander au privé, donnez-nous, vendez-nous ceci. Les privés ne sont pas des philanthropes. C'est des commerçants. Bénéfice. Et ici, il y a 2 ans, il le sait. L'année passée, il était avec nous, on lui a posé la question, il n'a pas pu nous donner la réponse.
Nous sommes ici il y a 2 ans à peu près. Quand on a commencé par voir un maïs de couleur jaune, nous sommes allés à Porto Novo. Nous sommes partis dans les ATDA pour demander quel est ce maïs-là. Personne ne te répond. À Francourt, nous sommes allés voir les gens qui sont dans les CEPA, les trucs de communes là. Ils disent on ne sait pas. On ne sait pas. Dans un pays où on a même une semence comme ça, c'est-à-dire on a organisé une fois à Francourt, on venait nous dire ce maïs jaune là provient d'où? Qui vend ça? Mais c'est Porto Novo, la direction de trucs végétales là, qui est le gardien de semences. ADPV. Vous allez là-bas, il dit on ne sait pas. On va aller là-bas, on dit on ne sait pas. Qui va nous dire ça? C'est ça la sécurisation. Mais ce maïs-là est vendu au kilo à 3500 francs. Et sur le sachet, on a écrit hybride F1. Le kilo est à 3. Allez dire partout. On vend, on donne le reçu. C'est 3500 francs. Mais pour avoir un kilo d'engrais chimiques, on t'impose l'achat de 2 kilos au moins de ces semences de maïs-là. Allez dire ça n'importe où. C'est ça qu'on a eu. Alors, aujourd'hui, le maïs coûte au plus 300 francs le kilo. 300 francs le kilo. On quitte 300 pour aller à 3500. Et on ne connaît pas. Mais le maïs est dans les magasins ici. Personne ne parle de ça. Si c'est de ça qui va s'agir, il faut... On a déjà les exemples. Ils ont fait un test pour voir ce que ça va donner. Ils ont fait un test juste pour ce que ça va donner. Mais l'autre raison aussi, si nous avons aujourd'hui, moi j'ai entendu que le sac d'engrais a quitté 12 000 pour aller à 25 000. Je viens d'entendre ça. Et c'est toujours la guerre qui est là-bas. Là. Si nous allons assujettir notre développement agricole à des situations qui nous échappent, et c'est là-bas qu'ils décident, on va produire quoi? D'accord. Les semences certifiées ne se produisent jamais. Il a dit itinéraire technique, que ce mot-là reste dans vos têtes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est utilisation massive d'intrants chimiques de synthèse. D'accord. Et là, les sols sont, nos sols là, au lieu de réduire l'utilisation de ces intrants-là pour protéger nos sols, on accuse la semence. Ce n'est pas vrai. D'accord. Docteur Serra, qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux interrogations? On va acheter la boule d'Akassa à 1000 francs. Oui, d'accord, c'est entendu. Nous sommes sur le plateau pour éclairer le peuple béninois. Hein, il faut que dans nos déclarations, nous soyons un peu beaucoup plus honnêtes. Hein, si mon frère et ami aurait constaté qu'il y a des semences de variétés disponibles ou bien en commercialisation sur l'étendue du territoire national, il connaît les voies les plus appropriées à saisir. Ce n'est pas aller dans la brousse ou bien aller voir quelqu'un dans son bureau pour dire où vient cette variété. Vous pouvez écrire au service national des semences. Donc vous ne savez pas ça? Vous pouvez écrire au service national des semences qui est logé à la direction de la production végétale pour dire vous avez fait un constat, vous prenez des échantillons et vous mettez sur scellé et vous envoyez au service. Si cette variété a été introduite par telle compagnie, on saura quelle est la compagnie et on peut vous répondre favorablement. Merci. Au Bénin, nous avons des sociétés et des entreprises importatrices ou distributrices de semences agréées. Ces sociétés sont agréées. Il y a des multiplicateurs de semences qui sont agréés. Je parle exclusivement de semences certifiées. Je ne parle pas des semences traditionnelles. Les semences traditionnelles, je précise, ne font pas objet d'inspection, ne font pas objet de certification. Donc, mes chers amis, lorsque ceux de la société civile constatent qu'il y a une variété en végétation ou en circulation qui interroge leur conscience, prenez les voies les plus appropriées prenez les voies les plus appropriées pour avoir des réponses appropriées à vos préoccupations. Dans les dysfonctionnements qu'on a constatés tout à l'heure, on a dit qu'il y a insuffisance des ressources humaines au niveau du service de certification. On a constaté qu'il y a insuffisance des équipements dans le laboratoire qu'il faut renforcer. Lorsque le service de la production, la direction de la production végétale au niveau national, ils ont au niveau des frontières des inspecteurs phytosanitaires. Ou lorsqu'il y a introduction des camions ou des véhicules chargés du matériel végétal, ils inspectent et vérifient si c'est du matériel. L'introduction du matériel au Bénin se fait accompagner par un certificat.
le certificat phytosanitaire et maintenant le permis d'importation. Donc, si on procède à ces contrôles et il y a des cas qui nous échappent, il y a les tests réglementaires qui sont là. Si on arrive à constater que la société X ayant obtenu permis d'introduction du matériel Y aurait amené le Z, on lui retire l'agrément et il répond devant les tribunaux. Il a dit tout à l'heure que le matériel végétal est breveté au Bénin. Le matériel végétal n'est pas breveté. Et je ne vois pas du jour au lendemain, tout à l'heure dans ta déclaration, je ne vois pas du jour au lendemain quel est cet institut de recherche ou l'université qui veut aller vers le breveté. Il y a la variété est inscrite dans le catalogue variétal qui fait objet d'homologation. Dans la sous-région, il y a ce qu'on appelle le certificat d'obtention végétale, COV, que l'institut qui aurait mis au point cette variété présente. Donc, au Bénin, ce que nous appelons variété certifiée n'est pas du matériel breveté. Je précise encore une fois, je ne suis pas le promoteur de l'entreprise ou bien de la société. Je donne mon point de vue en tant que scientifique et en tant que chercheur. C'est éclairer et susciter l'adhésion de tous les acteurs de la chaîne semencière, parce que ceux qui sont dedans savent l'opportunité que le gouvernement leur offre. D'accord. Maintenant, ceux qui sont nos gardiens, nos anges gardiens, je les encourage à poursuivre leur action de veille citoyenne. Je ne peux pas les empêcher. Au niveau de la FAO, ils ont une place. On était à Ouganda, ils ont une place. Non, pardon, ça va. Ils nous exposent les insuffisants qui existent. Nous connaissons le voir, il faut les aider. D'accord, très bien. Allez, William, si vous permettez, je vais récupérer votre siège momentanément, le temps de retrouver Maurice Tantan, parce que je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Vous pouvez interagir. Alain, je vais venir à vous tout à l'heure pour le dernier virage donc, de ce forum de discussion. Je l'ai dit, vous avez la possibilité de participer au débat grâce à vos interventions en ligne. Que pensez-vous de la création d'une société de production des semences agricoles au Bénin? Qu'est-ce qui va changer selon vous? Voilà la simple question que nous avons adressée à nos amis internautes. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce mardi a fait réagir nos amis internautes. Il faut dire, on retient globalement deux formes de réaction. Dans une large majorité, les internautes qui ont commenté la question du jour ont estimé que c'est une belle initiative de la part du gouvernement. Cependant, il y a eu beaucoup d'interrogations qui ont découlé de cette première, de cette approbation, de cet enthousiasme-là, que certaines personnes qui s'interrogent sur le devenir des semences traditionnelles, l'accès à ces semences de la part de nos paysans, mais aussi les liens de cette société de production de semences avec les questions de OGM, de protection de l'environnement, etc., etc. C'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires qu'on a pu glaner sur la toile ce matin. On est essentiellement sur la page Facebook de 5 sur 7 matin et Nouroum Boukari nous écrit que cela relève des belles initiatives parmi tant d'autres de la part du gouvernement. La société de production se chargera, selon lui, de produire des semences de bonne qualité, ce qui permettra aux producteurs de diversifier les sources de provenance de leurs semences afin de booster les rendements agricoles. C'est aussi l'occasion d'approvisionner les producteurs en des semences de variétés améliorées, ce qui certainement changera les rendements agricoles. Il faut également noter que cette initiative permettra d'éviter l'utilisation des semences importées et de valoriser nos propres semences. C'est un moyen de se passer de la cherté des semences importées et les risques qui vont avec, car nous n'avons pas les mêmes conditions climatiques et les mêmes sols, estime cet internaute. Abel Possou va pratiquement dans le même sens en disant que la création d'une société de production de semences agricoles au Bénin est une bonne initiative pour améliorer l'agriculture de notre pays. Cette société permettra de fournir aux agriculteurs des semences de meilleure qualité, plus résistantes aux maladies et aux pestes, ce qui augmentera la productivité agricole et améliorera, j'y arrive, la
sécurité alimentaire dans le pays. De plus, cela permettra au Bénin d'être moins dépendant des importations de semences étrangères, ce qui renforcera l'économie locale. En termes de changement, je pense que cette société apportera une révolution dans l'agriculture béninoise, améliorant les conditions de vie des agriculteurs et de la population en général. Parfait. Zinvo Edo dit la multiplication des semences est nécessaire pour booster notre agriculture. Cette société sera très utile aux agriculteurs. Il faut maintenant asseoir une bonne politique pour la pérenniser afin de disposer de quantités importantes de semences en vue de produire cette même espèce à d'autres fins. Gontran Nanté dit c'est bon, mais quel sort sera réservé à nos semences traditionnelles que les paysans utilisent sans un approvisionnement à une quelconque source de production et qui ne leur coûte pratiquement rien? N'est-ce pas là la disparition de ces semences traditionnelles? S'interroge Gontran Nanté qui dit quel sera l'avantage de ces semences pour les paysans qui sont déjà habitués à leurs semences habituelles. Il n'y a-t-il pas une relation entre ces nouvelles semences et les OGM? Autant d'interrogations que Gontran Nanté a laissé sur notre page Facebook. Boko Roland Carliste écrit quant à lui, une société des semences est une initiative responsable pour le développement de notre système agricole et pour augmenter les rendements. C'est déjà un bon début, mais beaucoup de choses doivent changer, comme le recrutement et la formation du personnel, la construction de laboratoires, l'acquisition d'équipements techniques. Comment réussir ces nombreuses tâches quand le Bénin n'a pas un seul sélectionneur en fonction depuis environ 10 ans, s'interroge-t-il. Pour moi, ce serait honteux d'importer des semences dans un pays qui dispose de producteurs de semences au chômage, estime Boko Roland Calis. On va terminer avec le commentaire de Frédéric Quayon Lali. Il dit c'est une très bonne chose. Le rendement d'une culture dépend en grande partie de la qualité de la semence. Les produits de la société permettront aux producteurs d'avoir des semences de première génération et de résistance face aux aléas climatiques au lieu des semences issues des cultures de génération après génération. Dès que ces semences seront accessibles aux producteurs, nous aurons des produits de qualité supérieure et les pertes liées aux cultures réduites. Maintenant, il faut que cette société soit au service du peuple et non une sortie des fonds sans retour. Qu'on trouve des gens capables de produire de bons résultats pour la gérer. Voilà, chers Eman, chers amis, ce que les amis internautes nous ont dit au sujet de cette interrogation. Il y a visiblement et manifestement beaucoup d'optimisme de la part de nos amis internautes. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Merci, on se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Alain, qu'est-ce que vous avez Pardon? Ah oui, il a bien donné. Non, je ne le connaissais pas ce mot-ci. Ça aurait été des questions ça aurait été des questions de tech que je l'aurais retenu bien volontiers. Sinon, vous avez un avis à donner, mon cher Maurice Tantan, sur la question des semences, la création d'une société agricole. Je pense que les spécialistes ont suffisamment évoqué la question et je pense que ce qui est du patrimoine à sauvegarder doit l'être et c'est de la responsabilité de l'État de sauvegarder ce patrimoine-là. Donc, on parle des semences traditionnelles, mais aussi de protéger les petits producteurs, les petits paysans par rapport à l'envie, la gourmandise des grands groupes industriels et qui, on sait très bien, on le voit à travers le monde, et on sait qu'il y a des lobbies très puissants qui sont plus, disons, motivés par le gain que par le résultat et la survie du petit paysan. Et ça, c'est lorsqu'on sait qu'une dizaine de multinationales contrôlent le soin 15% du marché des semences mondiales. Et c'est ça la réalité à laquelle il faut faire face quand on est un État responsable et qu'on est un petit pays pauvre comme le Bénin et qu'on doit protéger les personnes qui nous nourrissent au quotidien. Merci Maurice. Ouais. Allez, le argumentaire bien éclairé. Bien sûr. Allez, chacun aura droit à présent à une petite minute en guise de conclusion de ce plateau parce qu'il est l'heure. Donc pour suivre l'émission, Alain. Oui, je voudrais m'inscrire dans cet optimisme-là pour dire que oui, le gouvernement a certainement à cœur
donc d'améliorer l'accès donc des paysans aux semences. Mais il faudra faire attention pour ne pas créer une dépendance. Parce que nous avons vu pendant Covid, avec la guerre en Ukraine, lorsque les frontières sont fermées, lorsqu'il y a des difficultés, si le paysan n'a pas ces semences traditionnelles, nous allons crever de faim. Donc il faut veiller à ce que nous ne créions pas encore une dépendance. Et pour cela, il faut instaurer le dialogue avec les paysans et surtout les accompagner à continuer à conserver, disons, ces semences traditionnelles-là. Où il y a la science, mais science sans conscience, c'est ruine de l'âme. Il faut faire très attention à cela. Allez, M. Sabo, bonjour. Je m'inscris complètement dans ce que M. Tanta a dit, ce que Alain vient de dire aussi, pour dire, lorsqu'on parle de distinction, homogénéité, stabilité, on fait de la sélection. Et toute sélection est réductrice. Tous les milliers de caractères que vous avez dans un gène, c'est ça, c'est monsieur, voilà, c'est ça, non? Voilà. Vous en avez 3. Vous sélectionnez 3. Vous dites, voilà, et vous dites que vous ne voulez que ça. Et il a donné l'exemple quand on était quelque part. Il dit, c'est comme des Chinois, excusez-moi, et tout le monde a le même visage, la même taille, le même tête. Dans quel pays vous avez ça? Il faut de la diversité, mon frère. Vous savez ça? Il faut de la diversité. Nous avons tous ces documents-là. C'est l'original, ça. Hein? Vous savez ça. La diversité. Ouais. Ensuite. Votre minute est terminée. Et j'ai pas envie de faire de la discrimination. Merci. Et je rassure mon vis-à-vis et mes collègues et les téléspectateurs que la société n'est pas une société promotrice des cultures génétiquement modifiées. Monsieur Sagbo, la société c'est venu pour renforcer l'existant et faire exclusivement la promotion des variétés non OGM. Vous avez dit importation. Il faut expliquer ça. L'importation. C'est ça. Doucement. Je ne vous ai pas coupé dans vos minutes. Okay. Il n'y a pas de société sans risque. Il peut y avoir des risques de dysfonctionnement. Il peut y avoir des perturbations climatiques, par exemple, qui peuvent freiner l'élan. Mais l'objectif du gouvernement, c'est d'aller à 50% en 2030. Il sait très bien qu'aujourd'hui, on a un problème de rejet d'ananas. Pour avoir des rejets d'ananas, il faut semer ces rejets. Or, il a la technologie aujourd'hui des vitroplants d'ananas. Le gouvernement a l'ambition d'installer au moins 1000 hectares d'ananas. Il faut régénérer. Donc, il a la technologie de Victor. Cette société est venue pour faire la promotion des facteurs limitants d'accès à ces semences spécifiques. Il y a l'anacadier, par exemple, il y a les agrumes qui ne sont pas disponibles. Donc, la création de cette société, et ça nous permettra au niveau de l'Institut de recherche et aux universités d'avoir des ressources nécessaires pour poursuivre nos travaux de recherche et renforcer nos capacités, nos plateaux techniques et aussi... Vous pouvez passer la minute de... Surtout pas. Une là gracieusement. M. Sabo, c'est terminé. C'est terminé. Du secteur de recherche national. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup à vous. Merci M. Sabo d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci également à vous, M. Dr Marius Sinha. Vous êtes chargé de recherche génétique et amélioration des plantes au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Vous êtes également conseiller technique à la production de semences à l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton. Et pourtant, on n'a pas le résultat. Mais c'est pas vous. Nous donne les résultats. Nous allons procéder au renforcement des capacités des acteurs de la société civile. Tout ça, là, c'est sur le papier. Merci beaucoup également à vous, Alain. Non, c'est pas sur le papier. Non, il faut employer le pays. Votre serviteur est créateur de variétés. Il n'y a pas de c'est bon. Nous ne sommes pas en théorie. On ne mange pas le coton. Aujourd'hui, au Bénin, vous avez 3 variétés qui ont été créées par votre serviteur. Non, ce n'est pas la théorie. Monsieur Sabo, il est spécialiste de maïs. Et quand même l'élégance que... Non, ce n'est pas la théorie. C'est des sachants qui parlent. On va remercier William Tchoki également qui vous a passé 5 minutes aussi. Merci. Allez, ainsi prend fin le débat de 5 sur fin, le débat matinal de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Dans les prochaines minutes à suivre, Blaise Adanko pour sa chronique sport derrière Marcel Arossi pour la revue de presse. À tout de suite.